Silence plateau, s'il vous plaît. De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes sont de nouveau au complet. Avec nous, toujours Alfred Chango, Jamal Telab et Samuel Gembok. Près de 7 ans après les fuites de pétrole dans le delta du Niger provenant d'un oléoduc de Shell, le géant pétrolier a finalement accepté de verser des indemnités d'un montant de 70 millions d'euros à la communauté de Bodo dévastée par le désastre. Écoutez à ce propos Boukari Hamzat, historien. Alors, actuellement, on sait que la zone du delta du Niger, qui est la principale zone pétrolière du Nigeria, est gravement polluée. On parle de catastrophe environnementale majeure, de par le fait que des puits de pétrole sont en train de couler à ciel ouvert. On a des marées noires qui sont de plus en plus régulières. On sait depuis un certain temps que l'écosystème dans cette région est soumis à de graves difficultés quant à sa capacité à se recycler. Donc, il y a des retombées extrêmement négatives de la production de pétrole au Nigeria. Face à cette situation, ce sont davantage les populations qui se sont organisées. On se souvient déjà que dans les années 90, le mouvement pour la survie du peuple ogoni s'était mobilisé autour du fameux écrivain Ken Saro-Wiwa qui avait été pendu avec 8 de ses collègues par la junte de Sani Abacha pour s'être opposé notamment au rôle des multinationales qui polluent au niveau de sa région et qui surtout détruisent l'environnement économique et social dans lequel évoluent les populations du delta du Niger. Jamal, est-ce qu'on peut parler d'un accord gagnant-gagnant ? Je ne pense pas. Je pense que c'est bien qu'enfin en Afrique, on applique le principe du pollueur-payeur. Et il est normal qu'on demande à ces multinationales, quand elles inondent avec une matière extrêmement toxique, dangereuse, un territoire donné, qu'elle paye pour sa dépollution et qu'elle indemnise les populations. Le montant de l'indemnisation est tristement ridicule, 70 millions de dollars. 70 millions de dollars ne représentent rien par rapport aux vies perdues, par rapport aux cultures perdues et par rapport à l'avenir général. Mais plus globalement, ça pose un problème réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retombées positives de l'extraction de ces richesses, c'est les populations locales. C'est-à-dire que non seulement elles n'ont pas de retombées positives, elles ont plutôt de la pollution, souvent de la surexploitation. C'est-à-dire que la rentabilité en termes de salaire probablement existe, mais comme ils sont ridiculement bas, elle ne peut pas avoir un aspect particulièrement important pour le pays. Et comme la redistribution générale est très, très discutable, on peut supposer qu'un territoire donné, qu'une région donnée, des populations données, qui vivent sur une richesse exploitée dans ces territoires-là, soient les premières qui en bénéficient. Là, ça n'est même pas le cas. C'est le cas du Nigeria, mais c'est plus globalement sur beaucoup de nos autres pays. Et donc, ça pose évidemment un vrai problème. Et encore une fois, quand elles commencent à indemniser, elles le font à un niveau, très bas. 70 millions de dollars, c'est rien du tout. Alfred, 70 millions de dollars, ça comprend 45 millions aux plus de 15 000 pêcheurs et 25 millions au village. C'est l'une des sommes les plus importantes jamais payées à une communauté après une catastrophe environnementale. Est-ce qu'on peut saluer cette somme ou est-ce qu'on peut regretter justement le montant ? D'abord, je veux dire, mieux vaut tard que jamais, mais en même temps, j'ai mal à raison de dire que c'est vraiment ridicule cette somme-là. Si on compare au dédommagement de même Shell aux États-Unis, c'est des milliards qu'ils ont payés contre la pollution aux États-Unis. De la même manière, lorsqu'il y a eu la marée noire en Bretagne dans les années 70, la Mokokadis. 2 milliards. Voilà, exactement. Donc, ça voudrait dire effectivement là qu'on se moque un peu des Nigérians au regard du désastre écologique, du désastre économique que constitue justement cette pollution-là. Boukari a bien rappelé ce qui s'est passé depuis toujours, c'est-à-dire que depuis le début de l'exploitation du pétrole au Nigeria par Shell, le volet respect de l'environnement
dédommagement en cas de pollution n'a jamais été respecté. Le volet retombé pour la transformation du delta du Niger, de l'état du delta du Niger, n'a jamais été réellement appliqué. C'est-à-dire qu'il y avait des fonds qui devaient être alloués pour la construction des écoles, des équipements, des hôpitaux. Ça n'a jamais été fait. Et le MIND, donc ce mouvement de l'émancipation du delta du Niger, dont Ken Saro-Wiwa avait été l'un des moteurs, était né justement pour rappeler non seulement à Shell, mais à l'État fédéral nigérien, la nécessité justement d'une répartition équitable et juste pour les populations du delta du Niger, justement. Alors, Samuel, il y a quelque chose qui me gêne, c'est qu'on évite le procès avec cet accord. On peut dire que c'est dommage quand même. Après une bataille de 6 ans, la responsabilité de Shell, d'accord, a été prouvée, mais en termes de chiffres, on ne pourra jamais chiffrer le nombre de barils déversés et donc on ne pourra pas chiffrer les indemnités financières. Oui, c'est bien dommage, mais on n'est pas à la première expérience de ce genre de situation. Il faut retenir que depuis 1970, Shell a déjà eu ce genre de décharge sur l'environnement dans le delta du Niger et il a fallu plus de 30 voire 40 ans pour qu'un procès soit ouvert à l'endroit de Shell. Et jusque-là, ce qui a été fait ce qui a eu comme conséquence environnementale, rien n'a été fait pour réhabiliter les écosystèmes qui ont été détruits dans cette région. Donc aujourd'hui, on a comme l'impression que cette mesure vient à point nommé par rapport aux échéances électorales. Certainement, Shell a dû avoir des pressions du gouvernement puisque Goodluck Jonathan n'est pas très populaire à la veille des élections. Au nord, il ne passe pas. Au sud, il fallait faire un geste. Je pense qu'on peut aussi lire la situation actuelle sous cet angle-là. Merci Samuel, ce sera le mot de la fin pour ce débat. Au cours de ces derniers mois, plusieurs pays du continent ont réussi à lever des fonds sur le marché international, ce qui semblait assez difficile il y a encore quelques années. Y a-t-il des explications à cette nouvelle situation? Performance des économies africaines ou simple disponibilité de capitaux sur le marché international? Analyse avec des acteurs de la finance africaine avec ce sujet de Birama Saounera. L'Afrique de plus en plus active sur les marchés financiers internationaux. De nombreux pays ont fait recours ces derniers mois aux eurobonds sur le marché international des capitaux. En 2014, plus de 17 milliards de dollars ont été levés par des États d'Afrique subsaharienne. Une situation qui s'explique par la diversification des sources de financement de projets et investissements étrangers directs de ces pays. Les partenaires techniques et financiers traditionnels que sont la Banque mondiale et le FMI et l'Union européenne surtout rencontrent beaucoup de difficultés dans la mobilisation de fonds et dans le financement des grands projets que les États initient. Donc aujourd'hui, les États ont la possibilité de chercher eux-mêmes leurs fonds. Mais le souci du problème, c'est que ça repose sur la confiance, ça repose sur la crédibilité du pays, ça repose sur le climat des affaires du pays. Et pour qu'un pays puisse prétendre à cela, il faut déjà assainir les finances publiques, il faut lutter contre la corruption de façon efficace, donc être crédible aux yeux du marché. La récente série d'émissions d'obligations souveraines constitue un signe de vitalité des économies africaines. Cependant, pour les spécialistes, la prudence doit être démise. Le risque, évidemment, ce serait que ce pays commence à être trop enthousiaste sur ce succès et continue à rentrer dans un système d'endettement exagéré dans des devises étrangères. Parce que quand vous empruntez en dollars ou en euros, il va falloir rembourser en euros ou en dollars. Donc, ce qui devrait se faire, c'est certainement s'arranger pour que la majorité de l'emprunt des pays africains soit fait en monnaie locale et tout le supplément en eurobonds. Selon les économistes, il y a aussi un risque sur les remboursements compte tenu de l'instabilité politique et économique de certains pays du continent. Toutefois, avec la baisse des prix du pétrole, la hausse du dollar et la crise financière qui sévit en Europe, la demande pour les obligations souveraines africaines risque de battre des records en 2015. Alfred, ces succès s'expliquent par la bonne santé économique des États africains ? Alors, si, Amira, on en croit
une réflexion faite il y a quelque temps par la directrice générale du Fonds monétaire international, Christine Lagarde. Effectivement, l'un des facteurs justement de l'attractivité des marchés africains auprès des investisseurs tient effectivement à cette croissance soutenue dans la plupart des pays africains, dans l'ensemble en tout cas de l'Afrique. Et puis effectivement, il y a ces facteurs de stabilité qui sont arrivés, qui font effectivement que aujourd'hui lancer à des eurobonds africains se fait à des taux excessivement bas. Mais en même temps, dans sa réflexion, Christine Lagarde, justement, prévenait quand même les pays africains sur cette dette souveraine, disant il y a le risque, justement, de surendettement, alors que la plupart des pays sont sortis depuis longtemps du programme PPTE avec la réduction, la remise des dettes, et que donc, à force, justement, d'emprunter à des taux excessivement bas, risque, justement, de plomber par la suite, d'obérer au fond les économies, les finances et tous ces états-là. C'est vrai que la conjoncture aujourd'hui, elle est bonne, elle est favorable, mais il faut être quand même prudent de l'autre côté, même si effectivement, quand on emprunte à des taux excessivement bas, avec les durées de remboursement assez importantes, on peut amortir, hein, effectivement, mais sur le coup, s'il y a inversion justement des tendances de l'économie, là on voit par exemple avec la crise du pétrole actuel, beaucoup de pays ont révisé à la baisse par exemple leur budget, ce qui n'était pas prévu. Et donc, effectivement, il y a des soucis quand même à se faire, donc prudence quand même dans ces eurobonds africains. Jamal, ces eurobonds ont des limites, il faut s'en méfier ou pas ? Je ne sais pas, vous empruntez quand vous avez besoin, vous n'empruntez pas quand vous n'avez pas besoin. Si l'équilibre commercial est bon, vous n'avez pas besoin d'emprunt. S'il n'est pas mauvais, vous empruntez. La chose nouvelle, c'est le continent africain, mais le continent africain, dit comme ça, c'est très vague, il y a 54 pays, et donc la situation est différente d'un pays à un autre, elle est différente d'une zone à une autre, d'un pays pétrolier à un autre pays pétrolier, un pays qui a une monnaie stable, un pays... Voilà, donc les situations sont différentes. La chose nouvelle, c'est que désormais, les seuls prêteurs en Afrique ne sont plus les prêteurs de dernier ressort, c'est-à-dire ce qu'on appelle les investisseurs institutionnels. Ça, c'est une chose qui est terminée. Ça veut dire quoi? La signification que cela donne, c'est que désormais, nous avons des économies qui fabriquent de la richesse, qui sont plus endettées comme avant et qui sont capables, donc solvables, pour payer une dette. Donc ça, c'est une chose nouvelle et importante. La deuxième chose importante, c'est que nous avons probablement l'une des rares régions où la croissance est soutenue. La croissance n'est pas très importante, mais elle est réelle et elle est soutenue. Cela veut dire quoi? Quand vous êtes un prêteur et que vous avez de l'argent que vous mettez sur le marché international, vous cherchez quelqu'un de solvable, quelqu'un qui a de la croissance, quelqu'un qui est capable de vous rembourser, qui a des besoins. Le continent africain, de façon générale, correspond à ce besoin-là aujourd'hui. Et donc, les prêteurs qui, hier, boudaient le continent africain pour des raisons claires, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de flux financiers comme on l'a maintenant, il y avait des besoins assez importants comme les pays occidentaux qui étaient capables de le faire. Aujourd'hui, nous avons des pays occidentaux vieillis, endettés, qui ne sont plus capables d'emprunter comme ils le faisaient parce qu'ils sont eux-mêmes déjà au maximum. Regardez un pays comme l'Italie, 116% du PNB. Un pays comme la France, on est 90% du PNB d'endettement. C'est-à-dire que la situation s'est inversée. Et donc, fatalement, le continent africain qui est moins endetté avant, qui est plus solvable qu'avant, constitue une chance réelle. Moi, je considère que l'emprunt est une bonne chose, contrairement à Alfred, à condition qu'il ne serve pas au fonctionnement, mais plutôt aux investissements futurs. Samuel, vous voyez d'un bon œil la multiplication de ces eurobonds de la part du continent africain? Je trouve que c'est une alternative crédible pour des économies fiables où des États mettent en place des politiques économiques correspondant aux réalités locales. En revanche, c'est une alternative qui peut susciter d'énormes problèmes à l'avenir. Parce que si un État n'a pas une vision à long terme, il est difficile d'utiliser à bon escient les prêts qui sont faits en ce moment. Et il y a un risque de réendettement massif. Et le FMI, comme Alfred l'a souligné tout à l'heure, est également inquiet quant à ce réendettement massif. Il faut que ce réendettement puisse servir au financement strictement orienté vers les infrastructures de développement et non à la régulation de la dette intérieure. Parce que beaucoup d'emprunts sont faits, non pas pour financer le développement, mais pour réguler la dette intérieure, ce qui peut paraître nocif
pour une économie à long terme. Justement, Alfred, ne faudrait-il pas encadrer l'utilisation des fonds générés par ces eurobonds ? Il le faut bien à un certain moment, Amira, puisque nous savons que là, l'économie internationale sort d'une première crise, aujourd'hui on est dans une autre crise. Et que donc, si cette crise systémique se prolonge, effectivement, il y a des risques pour ceux qui empruntent sur le marché, finalement, si, ces dettes souveraines ne sont pas orientées effectivement vers les investissements qui, en retour, peuvent permettre justement le désendettement, à ce moment-là, effectivement, il y a un risque réel qui est là. Donc, il faut mettre en place des mécanismes, des dispositifs qui permettent à la fois une fois qu'on a emprunté, qu'on a investi sur des projets, des infrastructures, etc., qu'à terme, ça permet de récupérer, j'allais dire, de l'intérêt qui doit servir effectivement au désendettement, au remboursement. À ce moment-là, effectivement, s'il y a un encadrement, ça peut éviter les risques que Samuel évoquait tout à l'heure. Jamal ? Non, moi je suis moins d'accord parce que personne d'abord ne peut encadrer, parce que le prêteur, lui, ce qui l'intéresse, c'est ta capacité à rembourser. Donc il ne te dira pas et il n'a aucune légitimité à te dire pourquoi tu empruntes, ça c'est ton problème. Deuxièmement, il n'y a pas un organisme international, à moins que vous soyez sujet aux organisations internationales qui vous disent ce que vous devez faire, mais il n'y a personne qui va vous dire l'utilisation que vous faites de votre emprunt. La chose de mon point de vue importante dans laquelle il faut évidemment éviter de tomber, c'est d'être objet du marché. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui beaucoup de pays qui ont une dette privée, internationale, donc contractée sur le marché, et qui en définitive se trouvent objet de ce que Fitch va décider comme abaissement ou pas de la notation, de ce que les autres... Et donc, l'idéal, c'est qu'on ait un marché financier intérieur capable lui-même de se résorber et d'absorber cela. C'est-à-dire que si, par exemple, pardon pour l'exemple français, mais c'est celui que je connais le moins mal, si vous prenez le produit du livret A et le produit de l'assurance maladie, ça équivaut à la dette française. C'est-à-dire que nous sommes capables, dans ce pays, de ne pas être sujets au marché international. Et c'est ce qu'il faut que le continent africain évite. Mais ça l'est parce qu'il y a une loi de 1973 qui a exigé qu'on n'emprunte plus en intérieur, mais plutôt sur le marché. Et donc, ce sont des choses qu'il faut éviter, de mon avis. C'est justement ce que nous disions, si l'on veut bien, justement. Très rapidement, Alfred, c'est la fin. L'encadrement local, national, c'est-à-dire mais de dispositifs, pas au niveau international. Merci, messieurs, puisque c'est la fin de cette émission. Alfred, merci d'avoir été avec nous. Merci, Amira, et une fois encore, avec vous et à mes très chères téléspectatrices, bonne année 2015. Bonne année à vous aussi, Alfred. Merci beaucoup. Merci, Jamal, d'avoir été avec nous. Merci, Amira. Merci aux téléspectatrices d'Alfred, mais aussi aux téléspectateurs. Merci, Samuel, pour vos analyses. Merci, Amira, et bonsoir. C'est donc la fin de l'Africa Newsroom, mais l'ANR consacré à la CAN 2015 n'est pas fini. Demain, dossier consacré au football féminin sur le continent africain. À très vite.